Maman, nous n'avons pas assez d'assiettes pour toi. » Ces 8 mots, dans un simple texto, ont pulvérisé 27 ans d'amour inconditionnel. Je suis restée là, à fixer mon téléphone, debout sur le perron de la maison de mon propre fils, tenant entre mes mains la tarte aux pêches pour laquelle j'avais conduit 3 heures. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose que je n'aurais jamais pensé partager. Et si, ne serait-ce qu'une seconde, cela vous semble familier, s'il vous plaît, laissez un j'aime et abonnez-vous. Cela m'aidera à continuer à trouver le courage de parler de ces vérités que beaucoup d'entre nous portent en silence. Je m'appelle Marguerite Moreau et, à 63 ans, je croyais savoir ce que signifiait la famille. Je croyais que toutes ces années de sacrifice, toutes ces fièvres nocturnes que j'avais veillées, tous ces rêves que j'avais mis de côté pour que mes enfants puissent en poursuivre les leurs, je croyais que tout cela s'additionnait à une place à table, à une voix qui compte, à une mère qui a sa place. Je me trompais. Le vent de novembre transperçait mon manteau de laine alors que je me tenais sur le perron de la maison de Richard à Saint-Germain-en-Laye, m'accrochant à cette tarte, comme si c'était mon dernier lien avec ceux que j'aimais. À travers la fenêtre de la salle à manger, je pouvais voir la lueur chaude des bougies, entendre le tintement des verres à vin, apercevoir les mains parfaitement manucurées de ma belle-fille, Julie, gesticulant en racontant une histoire qui faisait rire tout le monde. Tout le monde, sauf moi, car je n'étais pas invitée à l'écouter. La tarte aux pêches était encore tiède, tout juste sortie de mon four, faite avec la même recette que ma mère m'avait apprise il y a 40 ans. La même que Richard me suppliait de faire à chaque anniversaire, chaque célébration, chaque fois qu'il avait besoin de réconfort. Je m'étais levée à 5 heures du matin pour commencer la garniture, choisissant avec soin chaque pêche que j'avais achetée au marché de Rouen, spécialement pour ce déjeuner. Ce déjeuner de famille auquel Julie m'avait personnellement invitée seulement 4 jours plus tôt. « Marguerite », m'avait-elle dit au téléphone, de sa voix douce comme le miel, d'une manière qui aurait dû m'alerter. « Pourquoi ne viendrais-tu pas déjeuner dimanche cette semaine ? Les enfants n'arrêtent pas de demander après leur grand-mère. » Les enfants, mes petits-enfants. Emma, 7 ans, et Léo, 9 ans, qui autrefois couraient dans mes bras dès que je franchissais cette porte. Maintenant, ils levaient à peine les yeux de leur tablette quand je venais. J'avais passé toute la matinée à me préparer, non seulement la tarte, mais moi-même. J'avais mis la robe bleu marine que Richard avait un jour complimentée, celle qui me faisait me sentir un peu moins invisible. J'avais coiffé mes cheveux grisonnants comme la coiffeuse me l'avait montré. J'avais mis du rouge à lèvres qui ne cachait pas tout à fait les rides d'inquiétude autour de ma bouche. J'avais même répété des histoires dans la voiture pendant ces 3 heures de route. Des anecdotes amusantes sur mes élèves, de mes missions de professeure remplaçante, des nouvelles du jardin partagé que j'avais lancé derrière mon immeuble. Des choses qui pourraient me rendre assez intéressante pour mériter une place à leur table. Mais j'étais là, exclue, à écouter ma propre famille célébrer quelque chose dont je ne faisais pas partie. À travers la fenêtre, je voyais le dos de mon fils, tandis qu'il découpait ce qui semblait être un magnifique gigot d'agneau, ses épaules détendues d'une manière qu'elles ne l'étaient jamais quand j'étais là. Julie se déplaçait dans sa salle à manger comme une reine dans son domaine, vêtue d'un pull couleur crème qui coûtait probablement plus que mon budget mensuel de courses. Ses parents étaient là, les De Villiers, avec leur fortune ancienne et leur façon subtile de faire en sorte que les autres se sentent petits. Je pouvais voir les cheveux argentés de la mère de Julie, parfaitement coiffés, le bronzage de golfeur de son père, même en novembre. Et il y avait aussi d'autres personnes, des visages que je ne reconnaissais pas, des couples de l'âge de Richard et Julie, tous riant à quelque chose, tous ayant leur place, d'une manière que, apparemment, je n'avais pas. 8 personnes autour d'une table qui en avait accueilli 10 le Noël dernier, quand on m'avait permis d'y assister. Quand c'était moi qui avais apporté 3 plats, et qui était resté après, pour nettoyer, pendant que Julie recevait dans le salon. Mon téléphone a vibré avec le texto de Richard, et je l'ai lu 3 fois avant que les mots ne pénètrent.
Nous n'avons pas assez d'assiettes. Dans la maison où je les avais aidés à choisir la vaisselle pour leur liste de mariage. Le service même que j'avais payé quand ils étaient jeunes et en difficulté. Les assiettes que j'avais lavées d'innombrables fois lors de mes visites, proposant toujours d'aider, m'entendant toujours dire de simplement me détendre et d'être une invitée. Maman. J'ai frappé à nouveau, cette fois plus doucement. Peut-être n'avait-il pas entendu, peut-être était-ce une erreur. À travers le verre dépoli de la porte d'entrée, je pouvais voir du mouvement, des ombres de personnes s'amusant à quelques mètres de là où je me tenais, indésirable. Le rire d'Emma flottait dans l'air, aigu et enchanté. C'était le même rire qu'elle avait quand je lui lisais des histoires, quand je lui tressais les cheveux, quand je lui donnais des biscuits en plus après le dîner. Maintenant, ce rire était pour les histoires de quelqu'un d'autre, l'attention de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui avait gagné sa place à cette table d'une manière que, apparemment, je n'avais pas. Le vent s'est levé, faisant vibrer la contreporte et traversant mon manteau comme s'il était en papier. Mes doigts s'engourdissaient, mais je ne pouvais me résoudre à partir. Pas encore. Ce dimanche était censé être le mien aussi. J'avais refusé une invitation de ma voisine, Madame Dubois, à se joindre à sa famille pour le dîner. J'avais reporté la correction de copies qui devait être rendue le lundi matin. J'avais réorganisé tout mon week-end autour de ce moment, de ce repas, de cette chance de faire partie de leur vie. Mon sac a vibré avec un autre texto, de Julie cette fois. Désolée pour la confusion, on remet ça à une autre fois. À une autre fois. Comme si j'étais une vague connaissance avec qui ils avaient fait une double réservation, au profit de quelqu'un de plus important. Comme si 27 ans de maternité pouvaient être reportés à leur convenance. J'ai laissé la tarte sur le paillasson où il était écrit « Bénisse » dans une écriture élégante, et je suis retournée à ma voiture. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, comme si je m'éloignais de bien plus qu'un simple dîner. Comme si je m'éloignais de la famille que j'avais passé toute ma vie d'adulte à construire, un sacrifice à la fois. Le trajet de retour aurait dû prendre 3 heures. Au lieu de cela, je me suis arrêtée 2 fois pour m'asseoir sur des parkings vides et regarder dans le vide. La première fois, dans une station-service, où j'ai vu des familles charger leurs monospaces de snacks et de boissons pour une aventure à laquelle je ne serais jamais invitée. La deuxième fois, sur une aire de repos, où j'ai appelé ma sœur Isabelle à Marseille. « Quoi ?» La voix d'Isabelle crépitait au téléphone. Incrédule. « Marguerite, mon cœur, est-ce que tu t'entends ? Ils t'ont laissé sur le carreau pour le déjeuner du dimanche ?» Ils ne m'ont pas laissé sur le carreau, dis-je. Même si, en sortant de ma bouche, les mots sonnaient faux. Ils n'avaient juste pas assez de place. Dans la maison que tu les as aidés à acheter, à la table que tu les as aidés à payer. Isabelle n'avait jamais aimé Julie. Pas depuis ce premier Noël où Julie avait oublié de l'inviter à dîner. Margot, quand est-ce que tu leur as dit non pour la dernière fois ? Quand est-ce que tu leur as demandé quelque chose ? Au lieu de l'inverse ? Je ne pouvais pas répondre parce que je ne m'en souvenais pas. Quand étais-je devenue cette femme reconnaissante pour les miettes d'attention de son propre fils ? Quand avais-je commencé à mesurer ma valeur à mon utilité pour des gens qui, autrefois, avaient eu besoin de moi pour tout ? Ce soir-là, dans mon petit appartement, qui sentait encore les pêches que j'avais préparées pour des gens qui n'avaient pas de place pour moi, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai essayé de me souvenir de la dernière fois que Richard m'avait appelé juste pour discuter. Pas pour me demander de garder les enfants pendant qu'ils allaient à un événement mondain. Pas pour solliciter ma fameuse lasagne pour un dîner auquel je ne serais pas invitée. Pas pour emprunter de l'argent pour les frais de scolarité d'Emma ou l'équipement de hockey de Léo. Juste pour discuter, pour demander comment j'allais, pour m'inclure dans sa vie parce qu'il le voulait, pas parce qu'il avait besoin de quelque chose. Le silence s'étendait sur des mois, peut-être des années. Et tandis que j'étais assise là, entourée des ingrédients d'un repas que personne n'avait voulu que je partage, j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas la première porte fermée.
C'était juste la première fois que j'avais été forcée de le remarquer. Le lendemain matin, je me suis assise à ma table de cuisine avec une tasse de café froid, fixant une boîte à chaussures que je n'avais pas ouverte depuis des années. À l'intérieur, des reçus, des centaines d'entre eux. Chacun une petite preuve de la façon dont j'avais payé pour de l'amour sans m'en rendre compte. Frais de scolarité pour Emma. 500 €. J'avais enchaîné 3 missions de remplacement ce semestre-là pour les couvrir, quand la promotion de Richard n'avait pas abouti. Juste le temps qu'on se remette sur pied, maman, avait-il promis. C'était il y a 2 ans. Équipement de hockey et cotisation de ligue pour Léo. 300 €. Il est si doué, Marguerite, s'était extasiée Julie pendant le dîner. Le coach pense qu'il pourrait avoir une bourse. Mais la date limite d'inscription était le lendemain et leur compte était un peu juste. J'avais fait le chèque ce soir-là en utilisant l'argent que j'avais économisé pour de nouveaux pneus pour ma Clio de 15 ans. La rénovation de leur cuisine, 2000 €. Considère ça comme un investissement dans les réunions de famille, avait dit Julie, me montrant des photos Pinterest de plans de travail en granit et de crédences en carrelage. On créera tellement plus de souvenirs dans un si bel espace. Des souvenirs auxquels, apparemment, je n'étais plus invitée à participer. Apport pour leur maison actuelle. 25 000 €. Tout mon héritage de la succession de ma mère. On te remboursera avec intérêt une fois qu'on aura un peu de capital, m'avait assuré Richard, sa main chaude sur mon épaule. C'était il y a 7 ans. Je vivais toujours dans un 2 pièces. Je conduisais toujours une voiture qui faisait des bruits inquiétants. Je portais toujours le même manteau d'hiver que j'avais depuis une décennie. Les reçus racontaient une histoire que j'avais été trop aveugle pour lire en la vivant. Chaque urgence familiale qui devenait ma responsabilité financière, chaque vacances qu'ils prenaient pendant que je restais à la maison, pour arroser leurs plantes et ramasser leurs courriers. Chaque fête d'anniversaire. Cérémonie de remise de diplôme et dîner de Noël, où j'apportais des ingrédients chers et où ils s'attribuaient le mérite d'être les hôtes. Je me suis souvenu de l'enterrement de vie de jeune fille de Julie, où j'avais discrètement payé la note du traiteur quand la demoiselle d'honneur avait oublié son chéquier. Je me suis souvenu du baptême d'Emma, où j'avais couvert les frais de la réception après que Julie eut avoué en larmes qu'ils avaient trop dépensé pour sa robe. Je me suis souvenu du Noël dernier, quand j'avais acheté chaque cadeau sous leur sapin, parce que c'est la folie au travail en ce moment, maman, et de toute façon, tu es bien meilleure que nous pour choisir les cadeaux. Mais ce n'était pas seulement de l'argent, c'était du temps. Des décennies de mon temps. Les vendredis soirs à garder les enfants pendant qu'ils allaient à des dîners auxquels on ne m'invitait jamais à me joindre par la suite. Les samedis matins à nettoyer leur maison pendant qu'ils faisaient la grasse matinée. Parce que ça ne te dérange pas, n'est-ce que maman? Tu es déjà levée tôt de toute façon. Les dimanches après-midi à préparer leur repas pour la semaine, parce que Julie a été si stressée avec les responsabilités de son club de lecture. Son club de lecture. Le même que j'avais demandé à rejoindre 3 fois, pour m'entendre dire qu'il était complet et qu'il n'acceptait pas de nouveaux membres pour le moment. J'avais vu leurs photos sur Instagram. 12 femmes de mon âge et plus jeunes, riant avec du vin et discutant de romans que j'avais probablement lus avant même que certaines d'entre elles ne soient nées. Mais il n'y avait pas de place pour la mère de Richard dans leur club de lecture, et apparemment pas non plus à leur table. J'avais sorti mon téléphone et j'avais fait défiler l'historique de mes textos. Mes pouces se sont déplacés automatiquement vers le nom de Richard. Un réflexe construit au fil des années à être disponible chaque fois qu'il avait besoin de quelque chose. Le fil de la conversation racontait sa propre histoire dévastatrice. Richard. Maman, pourrais-tu aller chercher Léo à son entraînement? Julie est au yoga et je suis coincée en réunion. Moi. Bien sûr, chérie, je l'emmènerai prendre une glace après. Richard. Emma a besoin d'un costume pour la pièce de l'école, quelque chose de médiéval. Tu es si créatif pour ça. Moi. J'achèterai les fournitures ce week-end. C'est pour quand? Richard. La machine à laver est encore en panne. Pourrais-tu appeler ton réparateur? Il t'aime bien, toi. Moi. Je l'ai déjà appelé, il sera là mardi matin. Page après page, et de demandes, de faveurs, de besoins qui devenaient toujours, d'une manière ou d'une autre, mes urgences à résoudre.
Et mes réponses. Toujours oui, toujours désireuse d'aider, toujours reconnaissante d'être nécessaire. Quand avais-je cessé d'être la mère de Richard pour devenir son employé non rémunéré? Je me suis retrouvée à chercher la dernière fois qu'il m'avait posé des questions sur moi. Vraiment poser des questions. Pas un « comment ça va ?» comme salutation avant de se lancer dans sa dernière crise, mais une véritable question sur ma vie, mes sentiments, mes besoins. J'ai fait défiler en arrière des semaines, puis des mois, le cœur se serrant à chaque balayage. Là, il y a 8 mois, après que j'ai mentionné lors d'une de mes visites de babysitting, que je me sentais étourdie et que je prévoyais de voir un médecin. Richard. Tout va bien avec tes vertiges? Moi. Le médecin dit que c'est juste un problème d'oreille interne. Rien de grave. Merci de demander, chérie. Richard. Bien. Et, pendant que je te tiens, pourrais-tu faire quelques courses mais pour nous demain? Julie, débordée avec son cours de poterie. Même mon problème de santé avait duré exactement un texto avant que cela ne redevienne une question de leur convenance. Le cours de poterie. Une autre chose que Julie avait commencé et abandonné en 1 mois, comme la certification d'instructrice de yoga, le cours de coaching de vie et l'entreprise de fabrication de bijoux. Tous des passe-temps coûteux, financés par de l'argent qu'ils n'avaient pas, soutenus par mon babysitting gratuit pour qu'elle puisse poursuivre ses passions. Pendant ce temps, j'avais abandonné ma peinture à l'aquarelle il y a des années, car les fournitures semblaient frivoles quand la famille de Richard avait besoin d'aide pour leur prêt immobilier. Je me suis levée brusquement, manquant de renverser mon café froid. J'avais besoin de bouger. J'avais besoin de m'éloigner de ces reçus et de leurs brutales mathématiques d'amour unilatéral. Mais en me tournant vers la fenêtre, quelque chose a attiré mon attention. Une photo encadrée sur mon plan de travail. Emma et Léo, l'été dernier, leurs bras autour de ma taille, alors que nous étions au bord du lac d'Annecy lors de notre réunion de famille. Sauf que ce n'était pas vraiment une réunion de famille, n'est-ce pas? C'était une escapade d'un week-end financé par Marguerite. J'avais payé la location du chalet, les courses, la location du bateau, même l'essence pour les 2 véhicules, parce que Richard avait mentionné que l'argent était juste ce mois-là. Julie avait passé le week-end à poster des photos soigneusement sélectionnées sur les réseaux sociaux, avec les hashtags chat temps and famille et page albénice, tandis que je l'avais passé à cuisiner, nettoyer et garder les enfants pendant que les adultes se détendaient au bord de l'eau. Sur la photo, Emma et Léo avaient l'air sincèrement heureux. Ce n'était pas faux. Leur amour pour moi n'était pas acheté, pas transactionnel comme celui de leurs parents l'était devenu. Mais même en m'accrochant à cette vérité, je me suis demandé, est-ce que mes petits-enfants s'apprenaient que l'amour signifiait le service? Que mamie était la personne qu'on appelait quand on avait besoin que quelque chose soit fait, pas quand on voulait simplement être avec quelqu'un? Étais-je en train de leur enseigner la même douloureuse leçon que j'avais apparemment enseignée à Richard? Mon téléphone a vibré. Un texto de Julie. « Salut Marguerite, j'espère que tu vas bien. Petite question rapide, pourrais-tu garder les enfants? Vendredi soir. La fête d'entreprise de Richard est ce week-end, et notre babysitter habituel a annulé. Tu es un ange. » J'ai fixé le message, le pouce planant au-dessus du clavier. Pendant 27 ans, j'aurais répondu immédiatement par « Bien sûr !» suivi de questions sur l'heure et s'ils avaient besoin que j'apporte le dîner pour les enfants. J'aurais réorganisé mes plans du vendredi soir. Le club de lecture de la bibliothèque municipale, que j'avais enfin osé rejoindre. Parce que la famille passait toujours en premier. Mais quelque chose avait changé depuis la porte fermée d'hier. Quelque chose s'était ouvert en moi à ce moment où j'ai réalisé que je pouvais être à 1 mètre de mon fils et me sentir encore complètement seule. Au lieu de répondre, j'ai posé le téléphone et j'ai regardé mon petit appartement avec des yeux neufs. C'était modeste, mais propre, rempli de choses que j'avais choisies parce qu'elles me plaisaient, pas parce qu'elles impressionneraient quelqu'un d'autre. Les meubles dépareillés provenant de vide-greniers et de brocantes, les plantes que j'avais ramenées à la vie sur mon petit balcon. Les livres empilés sur chaque surface. Des histoires qui m'avaient tenu compagnie pendant de longs après-midi où Richard était trop occupé pour appeler.
C'était mon espace, ma vie. Et peut-être, juste peut-être, c'était suffisant. Le téléphone a vibré à nouveau. Aussi, Emma a mentionné qu'elle voulait apprendre le piano. Il y a un très bon professeur dans notre quartier, mais c'est un peu cher. J'ai pensé le mentionner au cas où tu chercherais un moyen spécial de créer un lien avec ta petite fille. La voilà, la vraie raison de garder les enfants le vendredi soir. Pas parce qu'ils voulaient que je passe du temps avec mes petits-enfants, mais parce qu'ils avaient besoin de m'amadouer pour une autre demande financière. Des leçons de piano qui deviendraient, d'une manière ou d'une autre, ma responsabilité à financer. Comme tout ce qui comptait pour cette famille que j'avais consacré ma vie à servir. J'ai pris un des reçus de la boîte à chaussures, celui des frais de scolarité d'Emma, et je l'ai étudié attentivement. Ma signature en bas, mon numéro de compte bancaire. Mon argent payant pour l'éducation de ma petite fille, pendant que ses parents utilisaient leurs revenus pour des vacances, des dégustations de vin et des cours de poterie qu'ils abandonneraient avant Noël. Pour la première fois en 27 ans, j'ai commencé à me demander « Est-ce qu'ils m'utilisaient ?» La question flottait dans mon appartement comme de la fumée, impossible à ignorer une fois que je m'étais enfin autorisée à la penser. Et alors que la lumière de l'après-midi s'estompait par la fenêtre de ma cuisine, j'ai réalisé que certaines questions, une fois posées, changent tout ce qui suit. Je n'ai pas répondu au texto de Julie concernant le babysitting du vendredi. Pour la première fois de ma vie de mère et de grand-mère, je n'ai tout simplement pas répondu. Le mardi, mon téléphone vibrait constamment. Julie. Salut, as-tu reçu mon message pour vendredi ? Je veux juste confirmer l'heure, Julie. Marguerite, tout va bien. Tu réponds d'habitude si vite. Richard. Maman, Julie dit qu'elle n'a pas de nouvelles de toi. Tu te sens bien, Julie ? Je commence à m'inquiéter un peu. Ce n'est pas ton genre. S'il te plaît, appelle-moi, Richard. Sérieusement, maman, qu'est-ce qui se passe ? Envoie-moi juste un texto pour me dire que tu vas bien. La panique dans leur message aurait pu être touchante si elle n'était pas si manifestement liée à leur convenance, plutôt qu'à mon bien-être. 27 ans de réponse immédiate les avaient entraînés à s'attendre à ma disponibilité sur demande. Mon silence n'était pas inquiétant parce que je leur manquais. Il était inquiétant parce que leur garde d'enfants, gratuite, pourrait ne pas se matérialiser. J'ai retourné mon téléphone et je suis allée à ma mission de remplacement à l'école primaire Jean Jaurès. Des élèves de CE2 apprenant sur les papillons, leurs visages rayonnant d'émerveillement alors que nous parlions de métamorphose et de transformation. Une petite fille, Sophia, a levé la main et a demandé « Madame Moreau, et si la chenille ne veut pas changer ?» C'est une question très intelligente, lui ai-je dit en m'agenouillant à sa hauteur. Mais parfois, le changement n'est pas une question de vouloir. Parfois, c'est une question de survie. Après l'école, j'ai conduite à des endroits où je n'étais pas allée depuis des années. Le magasin de fournitures d'art où j'achetais des aquarelles, avant que la famille de Richard ne devienne mon passe-temps à plein temps. Le café où je lisais pendant des heures, le samedi matin, avant que ceux-ci ne deviennent des jours de garde d'enfants. Le centre communautaire où il proposait des cours de gym pour seniors qui commençaient à 9h du matin. La même heure où je prenais habituellement Emma et Léo pour leurs activités du week-end. J'ai acheté un petit set d'aquarelles et un bloc de bon papier. 18 € qui seraient allés aux frais de hockey de Léo ou aux leçons de piano d'Emma. Au lieu de cela, je les ai dépensés pour quelque chose qui n'était que pour moi, quelque chose qui n'avait d'autre but que ma propre joie. Ce soir-là, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai peint pour la première fois en 3 ans. Mes mains étaient tremblantes au début, incertaines, comme si elles avaient oublié comment créer au lieu de simplement servir. Mais peu à peu, les couleurs ont commencé à fleurir sur le papier blanc, un coucher de soleil sur le lac d'Annecy, violet et or, et orange intense. Le genre que je peignais de mémoire pendant ces rares moments de tranquillité où j'avais l'impression que ma vie m'appartenait. Mon téléphone a sonné, le nom de Richard sur l'écran. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale, puis Julie a appelé. Messagerie vocale. Richard à nouveau. Messagerie vocale. Le mercredi matin, j'avais 11 appels manqués et 23 textos non lus.
Le désespoir montait. Richard. Maman, ce n'est vraiment pas ton genre. Je commence à avoir peur. Julie. Marguerite, je ne sais pas ce que j'ai fait de mal, mais quoi que ce soit, on peut t'en parler. S'il te plaît, fais-moi juste savoir que tu es en vie. Richard. Je pense que je vais passer te voir si je n'ai pas de nouvelles de toi ce soir. Julie. Les enfants demandent où est-ce. Mamie. Emma commence à être contrariée. Ce dernier message a presque brisé ma résolution. Emma, contrariée. Mais je me suis souvenu de la porte fermée du dimanche. Je me suis souvenu des années où l'on n'avait besoin de moi que lorsque c'était pratique. Et j'ai tenu bon. Le mercredi après-midi, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis plus de 2 décennies. J'ai appelé pour me déclarer malade à mon travail de soutien scolaire du soir, et je suis allée voir un film toute seule, une comédie romantique qui m'a fait rire aux éclats dans une salle remplie d'étrangers, qui n'attendaient rien de moi, si ce n'est de partager l'odeur du pop-corn et l'espace sombre et silencieux où les histoires se déroulaient d'elles-mêmes. Ensuite, j'ai marché dans le jardin du Luxembourg alors que le soleil se couchait derrière les toits de Paris. Des couples se promenaient de main dans la main, des familles poussaient des poussettes, des adolescents prenaient des selfies près de la fontaine Médicis, tous vivant leur vie sans vérifier leur téléphone, toutes les 5 minutes, pour voir qui avait besoin d'eux, qui exigeait leur attention immédiate, qui ne pouvait pas fonctionner sans leur aide. Quand avais-je oublié comment exister sans être nécessaire? Mon téléphone a vibré avec une notification de messagerie vocale. La voix de Julie, aiguë et tendue. Marguerite. D'accord. Je suis vraiment confuse et honnêtement un peu blessée. Je sais que tu as vu mes messages à propos de vendredi et je ne comprends pas pourquoi tu nous ignores. Les enfants n'arrêtent pas de demander quand ils reverront leur mamie et je ne sais pas quoi leur dire. Si tu es en colère pour quelque chose, dis-le-moi pour qu'on puisse arranger ça. Ce silence n'est juste pour personne. Surtout pas pour elle. Pas pour Emma et Léo. Appelle-moi, s'il te plaît. Le silence. Comme si mon refus de répondre immédiatement à sa dernière demande était une sorte de punition, plutôt qu'une simple absence de réponse. Comme si toute mon existence devait tourner autour de leur emploi du temps, de leurs besoins et de leur définition de ce à quoi servent les grandes-mères. Je suis rentrée chez moi en traversant des quartiers que je n'avais jamais vraiment exploré. Passant devant des fenêtres qui brillaient d'une lumière chaude et des familles réunies autour de tables où personne ne vérifiait son téléphone, attendant que quelqu'un d'autre résolve leurs problèmes. Le jeudi a apporté une nouvelle escalade, un coup à ma porte à 7 heures du matin. À travers le Judas, je pouvais voir Julie debout dans mon couloir, tenant un plateau avec du café, et l'expression inquiète qu'elle réservait habituellement pour quand elle avait besoin d'emprunter de l'argent. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés malgré l'heure matinale. Son maquillage soigneusement appliqué. Ce n'était pas une visite impromptue, c'était une intervention calculée. Je n'ai pas ouvert la porte. Marguerite. Sa voix a traversé le bois, douce comme le miel avec une pointe d'irritation en dessous. Je sais que tu es là. Ta voiture est sur le parking. J'ai apporté du bon café de cet endroit que tu aimes dans le centre. L'endroit que j'aimais dans le centre. Le café cher que j'avais mentionné une fois, peut-être 2, au cours des centaines de conversations où elle avait parlé de ses cafés au lait à 6 € quotidiens pendant que je sirotais mon café soluble fait maison. Elle ne m'avait jamais apporté de café auparavant, ni bon ni autre. Mais maintenant qu'elle avait besoin de quelque chose de moi, soudainement mes préférences comptaient. « Je suis vraiment inquiète pour toi », a-t-elle continué. « Ce n'est pas du tout ton genre. Si quelque chose ne va pas, on peut en parler. C'est ce que fait une famille. On parle des problèmes au lieu de s'isoler. La famille. Le mot semblait étrange venant de quelqu'un qui m'avait systématiquement exclu des dîners de famille, des vacances en famille, des décisions familiales affectant mes propres petits-enfants. La même personne qui m'avait présenté à ses amis du club de lecture comme la mère de Richard, plutôt que par mon nom, qui avait réorienté les conversations chaque fois que j'essayais de participer, qui avait clairement fait comprendre de 1000 petites manières que j'étais une ressource à gérer plutôt qu'une personne à valoriser.
J'ai regardé à travers le judas alors qu'elle attendait, tapant du pied avec impatience sur mon paillasson. Après 5 minutes, son inquiétude soigneusement construite a commencé à se fissurer. « Marguerite, c'est ridicule. Je sais que tu m'entends. Nous avons des projets à discuter et j'ai besoin de savoir. Pour vendredi, les enfants comptent sur toi. La voilà. Pas « tu nous manques » ou « nous sommes inquiets pour ton bien-être ». Juste, nous avons des projets à discuter et j'ai besoin de savoir. Même son intervention d'urgence était finalement une question de sa convenance. Elle a attendu encore 10 minutes. Ses coups polis sont devenus plus secs, plus exigeants. Finalement, j'ai entendu le claquement de ses talons dans le couloir, suivi du claquement de la porte principale de l'immeuble. Mon téléphone a vibré immédiatement. Julie. Je sais que tu étais à la maison. C'est vraiment blessant, Marguerite. Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais ce n'est pas juste pour les enfants. Un jeu. Comme si mon épuisement à être utilisé était un divertissement. Comme si 27 ans à dire oui à tout était une sorte de performance que je refusais maintenant de continuer. Le vendredi est arrivé, le jour où je devais garder les enfants pour qu'ils puissent assister à la fête d'entreprise de Richard. Je l'ai passé au musée d'Orsay, errant dans des galeries remplies de peintures, créées par des gens qui avaient trouvé des moyens d'exprimer l'inexprimable. Je suis restée longtemps devant une œuvre intitulée « La Dame en bleu », un portrait de quelqu'un qui semblait fatigué mais défiant, les yeux remplis de secrets et de regrets, et d'une sorte de force silencieuse. Ce soir-là, alors que j'étais assise dans mon appartement avec mes aquarelles et une tasse de thé, peignant un autre coucher de soleil de mémoire, mon téléphone a sonné une dernière fois. La voix de Richard sur la messagerie vocale était différente maintenant. Pas de panique ou d'inquiétude, mais froide d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. « Maman, je ne sais pas quel est ton problème, mais tu nous as vraiment laissé tomber ce soir. » Julie a dû annuler son rendez-vous chez le coiffeur pour rester à la maison avec les enfants, et j'ai dû dire à mon patron que nous ne pouvions pas assister à une fonction importante de l'entreprise. Cela affecte ma carrière, tu sais. Je pensais qu'on pouvait compter sur toi, mais apparemment, on s'est trompé. Quand tu décideras d'arrêter de te comporter comme une enfant, appelle-nous, peut-être qu'on pourra comprendre ce qui t'arrive. Se comporter comme une enfant, après 27 ans à me comporter comme son assistante personnelle, son fonds d'urgence, son service de garde d'enfants, sur appel, après avoir manqué ma propre vie pour soutenir la sienne. Être invisible quand c'était pratique et essentiel quand c'était nécessaire. J'ai effacé la messagerie vocale sans la réécouter, et pour la première fois depuis des décennies, j'ai dormi toute la nuit sans se vérifier mon téléphone une seule fois. Le samedi matin, Tsin a amené une embuscade que j'aurais dû voir venir. J'étais dans mon appartement, travaillant sur une aquarelle du lac de mémoire, quand j'ai entendu plusieurs portières de voitures claquer sur le parking en bas. Par ma fenêtre, j'ai vu Richard sortir de sa BMW argentée, suivi de Julie. Puis Emma et Léo de la banquette arrière. Derrière eux, une deuxième voiture. Les parents de Julie, les De Villiers. Sortant de leur Mercedes noire, comme s'ils arrivaient à un conseil d'administration. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Ce n'était pas une visite impromptue. C'était une attaque coordonnée. L'interphone de l'immeuble a sonné avec insistance. 1, 2, 3 fois. Quand je n'ai pas répondu, le téléphone de mon appartement a commencé à sonner, puis mon portable. Les deux en même temps, créant une symphonie discordante d'exigences qui résonnait dans mon petit espace. « Mamie !» La voix d'Emma était venue à travers le système d'interphone de l'immeuble. « Mamie, on sait que tu es la rogue. Papa dit que tu es malade, c'est pour ça que tu ne nous as pas parlé. Malade. » Ils avaient dit à mes petits-enfants que j'étais malade pour expliquer mon absence, plutôt que d'admettre qu'ils m'avaient repoussé avec leur égoïsme. Même maintenant, ils réécrivaient le récit pour éviter de prendre leurs responsabilités. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de contrôler ma respiration. À travers les murs fins, je pouvais entendre Madame Dubois, d'à côté, fredonner en préparant son petit déjeuner. Des bruits normaux, de gens normaux, vivant des vies normales, où les familles n'organisaient pas d'intervention parce que les grands-mères disaient parfois non. La sonnerie s'est arrêtée. Pendant un instant, j'ai cru qu'ils avaient abandonné. Puis j'ai entendu des pas dans le couloir. Multiples,
se déplaçant avec détermination vers ma porte. Un coup sec, la voix de Richard, utilisant le ton qu'il employait probablement avec des clients difficiles au travail. « Maman, on sait que tu es là. On a besoin de parler. Ça a assez duré. » D'autres coups, la voix de Julie, plus aiguë, plus tendue. « Marguerite, s'il te plaît, les enfants sont là. Leur grande-mère leur manque. » Utiliser les enfants comme munitions. Bien sûr qu'il le faisait. « On peut entrer, mamie ?» La voix de Léo, confuse et un peu effrayée. « Maman dit que tu es peut-être en colère contre nous, mais on ne sait pas pourquoi. » Mon cœur s'est un peu brisé. Ils avaient amené mes petits-enfants pour me manipuler, mais ces enfants étaient des victimes innocentes dans ce désordre. Ils ne comprenaient pas que leurs parents les avaient entraînés à me voir comme une ressource plutôt que comme une personne, que chaque visite était devenue transactionnelle plutôt que relationnelle. J'ai entendu des chuchotements dans le couloir. Puis la voix du père de Julie, distinguée, autoritaire, habituée à être obéie. « Madame Moreau, c'est Charles de Villiers. Je pense qu'il y a peut-être une confusion ici que nous devons éclaircir. Les affaires de famille doivent se discuter en face à face. Ne croyez-vous pas ? » Charles de Villiers, qui ne m'avait jamais parlé directement avant aujourd'hui, malgré 6 ans de réunions de famille. Charles de Villiers, qui m'avait un jour qualifié de « la domesticité » quand il pensait que je ne pouvais pas entendre. Qui avait fait des remarques acerbes sur les gens qui ne savent pas gérer leurs finances correctement, tout en étant assis à des tables de dîner que j'avais aidé à payer. Maintenant, soudainement, il était préoccupé par la communication familiale. Les coups se sont intensifiés. La voix de Richard à nouveau, mais plus en colère maintenant. « Maman, c'est embarrassant. Tu te comportes comme une adolescente. On a des voisins ici et tu fais une scène. » Faire une scène. En étant assise tranquillement dans mon propre appartement, à peindre des aquarelles et à ne déranger personne. Apparemment, ma simple existence sans leur permission était perturbatrice. « Marguerite. » La voix de Julie a traversé la porte, douce mais avec de l'acier en dessous. « Je sais que tu as reçu mes messages sur les leçons de piano d'Emma. Le professeur que j'ai trouvé a une place de disponible. Mais il faut agir vite. Ces places se remplissent rapidement et je sais à quel point tu veux qu'Emma ait des opportunités. » La voilà. Même pendant leur intervention, ils ne pouvaient pas se résister à glisser une autre demande financière. Des leçons de piano qui deviendraient, d'une manière ou d'une autre, ma responsabilité à financer. Comme tout le reste dans leur vie qui comptait. Je me suis levée de ma peinture et j'ai marché vers la porte, mais je ne l'ai pas ouverte. Au lieu de cela, j'ai parlé à travers le bois, ma voix plus calme que je ne me sentais. « Je vous entends parfaitement à travers la porte. Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez le dire de là. » Silence, puis des chuchotements frénétiques. Ils ne s'attendaient pas à ce que je réponde, et certainement pas selon mes propres termes. Richard s'est raclé la gorge. « Maman, c'est ridicule. Nous sommes ta famille. Les familles ne se parlent pas à travers les portes. » « Les familles ne s'excluent pas non plus du déjeuner du dimanche, » ai-je répondu doucement. Plus de chuchotements. La voix de Julie, sur la défensive. « C'était un malentendu. On l'a expliqué. Les deux Villiers ont amené des invités supplémentaires et... »« Vous aviez 10 chaises, » l'ai-je interrompu. « Je vous ai aidés à les choisir. J'étais là quand vous les avez comptés, spécifiquement, pour que vous puissiez organiser de grands dîners. » « Eh bien, oui, mais... » « Quelle chaise était cassée, Julie? Laquelle de ces 10 chaises ne pouvait pas me supporter ?» Le silence s'est étendu dans le couloir. À travers la porte, j'ai entendu Emma demander à quelqu'un de quoi nous parlions. Sa voix petite et confuse. La voix de Charles de Villiers a coupé le silence, suave comme un homme d'affaires. « Madame Moreau, je pense que vous interprétez mal la situation. Les jeunes familles d'aujourd'hui ont des obligations sociales complexes. Sûrement, une femme de votre expérience comprend que des compromis doivent parfois être faits. Une femme de mon expérience. Code pour vieille, sans importance, devrait être reconnaissante pour les miettes d'attention qu'on lui jette. Je comprends parfaitement, monsieur de Villiers,
ai-je dit. Je comprends que j'ai payé le privilège d'être exclue de ma propre famille. Ce n'est pas juste, a commencé Julie. 500 € pour les frais de scolarité d'Emma, ai-je continué, ma voix se faisant plus forte. 300 € pour le hockey de Léo, 2 000 € pour la rénovation de votre cuisine, 25 000 € pour l'apport de votre maison. Voulez-vous que je continue ? Le couloir est tombé dans un silence complet. Même les enfants ont cessé de s'agiter. La voix de Richard, tendue. « Maman, on ne t'a jamais demandé de tenir les comptes. 7 ans de babysitting tous les vendredis soirs pour que vous puissiez assister à des dîners auxquels je n'étais jamais invitée. 3 ans de préparation de repas dominicaux pour que Julie puisse poursuivre des passe-temps qu'elle abandonnait avant Noël. 5 étés à payer pour des vacances en famille, dont on me disait qu'elles étaient juste pour les couples ou du temps pour les adultes. » La voix de Julie s'est légèrement brisée. « On t'incluait aux fêtes où je cuisinais, nettoyais et payais les courses pendant que vous vous attribuiez le mérite d'être les hôtes, ou vos amis louaient votre hospitalité pendant que je faisais la vaisselle dans la cuisine. » La voix de Madame de Villiers s'est jointe à la conversation pour la première fois, froide et tranchante. « Mademoiselle, vous semblez insinuer que la famille de votre fils a profité de vous. C'est une accusation très grave. Mademoiselle, j'avais 63 ans, mais pour elle, j'étais encore assez jeune pour être sermonnée sur le comportement approprié. Je n'insinue rien, ai-je dit clairement. J'expose des faits. Voulez-vous que je vous envoie les reçus par email ? À travers la porte, j'ai entendu Emma commencer à pleurer. « Je ne comprends pas ce qui se passe, » sanglotait-elle. « Pourquoi tout le monde est en colère ? Pourquoi mamie n'ouvre pas la porte ?» Ma résolution a failli s'effondrer, mais j'ai entendu la réponse de Julie. « C'est bon, ma chérie. Mamie est juste un peu confuse en ce moment. Parfois, les personnes âgées deviennent confuses et disent des choses qu'elles ne pensent pas. Les personnes âgées deviennent confuses. Comme si ma nouvelle clarté était en fait de la démence. Comme si reconnaître l'abus était un symptôme de déclin mental plutôt que de santé mentale. Je ne suis pas confuse, Julie, ai-je dit fermement. Je suis réveillée, pour la première fois en 27 ans. Je suis complètement réveillée. La voix de Richard est devenue suppliante. « Maman, s'il te plaît, parlons-en comme des adultes. On peut régler ce qui te dérange. »« Vous voulez parler comme des adultes ?» ai-je demandé. « Alors commencez par admettre que vous m'avez utilisé, que chaque visite, chaque invitation, chaque réunion de famille était conditionnée à ce que je pouvais fournir. Argent, travail, garde d'enfants, soutien émotionnel, tout coulant dans une seule direction. »« Ce n'est pas vrai, » a protesté Julie, mais sa voix manquait de conviction. « Quand est-ce que l'un de vous m'a demandé des nouvelles de ma vie sans avoir besoin de quelque chose de moi ? Quand est-ce que vous m'avez invité quelque part juste parce que vous vouliez ma compagnie ? Pas mon portefeuille ou mes services ? » Le silence s'est étiré si longtemps que je me suis demandé s'ils étaient une partie. Puis la voix de Léo, petite et blessée. « Mamie, pourquoi tu ne nous aimes plus ?» La question m'a frappée comme un coup de poing. Ces enfants que j'avais aimés avant même qu'ils ne prennent leur premier souffle, que j'avais bercés pendant les fièvres, à qui j'avais lu des histoires pour les endormir et que j'avais encouragés à chaque étape, on leur apprenait que l'amour était conditionnel, que l'affection avait des étiquettes de prix, que les relations étaient transactionnelles. « Je vous aime plus que vous ne le saurez jamais, » ai-je dit, la voix brisée. Mais l'amour n'est pas censé faire si mal. L'amour n'est pas censé vous faire sentir invisible, utilisé et vide à l'intérieur. « Alors pourquoi tu ne nous vois pas ?» a pleuré Emma. « Parce que vous voir signifie voir vos parents manipuler notre relation. Parce que chaque câlin vient avec une liste de prix. Parce que je ne peux pas vous regarder apprendre à traiter les gens comme vos parents m'ont traité. Mais je ne pouvais pas dire ça à une enfant de 7 ans. Parce que mamie a besoin de se souvenir de qui elle est quand elle ne s'occupe pas de tout le monde. » ai-je dit doucement. À travers la porte, j'ai entendu Charles de Villiers marmonner quelque chose sur l'ingratitude et la loyauté familiale.
j'ai entendu Julie chuchoter quelque chose de sec à Richard. J'ai entendu les enfants poser des questions auxquelles on ne répondait pas honnêtement. Finalement, la voix de Richard, froide et définitive. « Très bien, maman. Si c'est comme ça que tu veux que ce soit, c'est ton choix. Mais ne t'attends pas à ce qu'on continue d'essayer pour toujours. Les relations familiales fonctionnent dans les deux sens. » Dans les deux sens. Après 27 ans d'une relation qui avait fonctionné dans une seule et unique direction. J'ai entendu leurs pas s'éloigner dans le couloir. J'ai entendu les portières de voitures claquer, les moteurs démarrer, les pneus sur l'asphalte, emportant ma famille loin de moi. Et pour la première fois, depuis le début de cette confrontation, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Le soulagement. Ce dimanche, le premier dimanche en 27 ans sans obligation familiale, je me suis réveillée à 9h30, sans réveil. Je suis restée au lit un moment, désorientée. D'habitude, à cette heure, je serais déjà habillée et en route pour la maison de Richard pour aider au petit déjeuner, ou en train de préparer les ingrédients pour le repas de famille que je m'étais proposé de coordonner, ou d'aller chercher des articles de dernière minute pour une réunion à laquelle j'aurais à peine été incluse. Au lieu de cela, je n'ai entendu rien d'autre que le doux bourdonnement de la télévision de ma voisine et le son lointain des cloches de l'église Sainte-Jeanne d'Arc, au coin de la rue. Mon téléphone était silencieux sur la table de chevet, pas de textos urgents sur des articles d'épicerie oubliés, pas de demande pour passer tôt aider avec une crise domestique qui s'était mystérieusement développée pendant la nuit. J'ai fait du café. Du vrai café, pas l'instantané que j'avalais en me précipitant pour respecter l'emploi du temps de quelqu'un d'autre. Je me suis assise à ma petite table de cuisine et je l'ai bu lentement, regardant la lumière du matin se déplacer sur mes murs, sans regarder l'heure, sans calculer le temps de trajet, sans me demander quelle urgence pourrait faire dérailler ce que j'avais prévu pour moi-même. Le silence semblait étrange. Pas solitaire, exactement, mais inconnu. Comme quand on cesse enfin d'entendre un bruit constant auquel on s'était habitué. Un réfrigérateur qui ronronne ou un néon qui grésille. Et soudain, le silence semble presque bruyant en comparaison. J'ai appelé ma sœur Isabelle à Marseille. « Margot », sa voix fut immédiatement alerte. « Tout va bien, tu n'appelles jamais avant midi le dimanche. » C'est parce que j'ai passé tous les dimanches des 3 dernières années à préparer des repas pour Richard et Julie, ai-je dit. Aujourd'hui, je ne le fais pas. « Bien pour toi, » a dit fermement Isabelle. « Il était temps, qu'est-ce que tu vas faire à la place ?» La question m'a prise par surprise. Qu'est-ce que c'est que j'allais faire ? Je m'étais tellement habituée à ce que mon temps soit alloué, en fonction des besoins des autres, que j'avais oublié comment vouloir des choses pour moi-même. Je ne sais pas, ai-je admis. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai eu une journée entièrement libre. Alors, commence petit, a suggéré Isabelle. Quelle est cette chose que tu as pensé faire, mais pour laquelle tu n'as jamais eu le temps ? J'ai regardé autour de moi dans mon appartement, le voyant comme pour la première fois, les livres empilés partout, parce que je n'avais jamais eu le temps de les lire correctement. Les fournitures d'art que j'avais achetées et à peine touchées. Les fenêtres qui pourraient avoir besoin de nouveaux rideaux, choisis par moi plutôt qu'hérités du schéma de décoration de quelqu'un d'autre. Je crois que je veux aller faire du shopping, ai-je dit. Pour moi. Pour des choses que je veux vraiment, plutôt que des choses dont d'autres personnes ont besoin. Isabelle a ri. Concept révolutionnaire. Sois follement égoïste, Margot. Tu l'as bien mérité. J'ai conduit jusqu'au centre commercial, chose que je n'avais pas faite pour le plaisir depuis des années. D'habitude, mes virées shopping étaient des missions utilitaires. Des cadeaux de dernière minute pour les fêtes d'anniversaire des enfants dont j'apprenais l'existence la veille. Des courses pour les dîners de famille que je finirais par cuisiner seule. Des articles des listes que Julie m'envoyait par texto quand elle était trop occupée pour faire les courses pour sa propre maison. Aujourd'hui, j'ai flâné. J'ai essayé des vêtements dans les couleurs que j'aimais plutôt que les tons neutres qui ne montreraient pas les taches en cuisinant ou en nettoyant. J'ai acheté un pull violet profond qui rendait ma peau plus lumineuse
une paire de boucles d'oreilles qui captaient la lumière, une écharpe dont je n'avais pas besoin mais que je voulais simplement parce qu'elle était belle. Dans le magasin de décoration, j'ai été attirée par des coussins au ton de pierres précieuses, des cadres photos qui contiendraient mes propres photos, plutôt que d'afficher les réalisations des autres. Des bougies qui sentaient la vanille et la cannelle, plutôt que celles sans parfum, que j'achetais depuis des années au cas où quelqu'un de la famille de Richard aurait des allergies. À la librairie, j'ai acheté 3 romans dont j'avais entendu parler mais que je n'avais jamais eu le temps de lire. Des polars, des romans d'amour, des histoires avec des fins heureuses, plutôt que les biographies denses, et les livres de développement personnel que je m'étais forcée à lire, parce qu'ils semblaient plus valables. J'ai dépensé 287 € pour moi, le même montant que j'avais dépensé le mois dernier pour l'équipement de hockey de Léo, qu'il avait utilisé exactement 2 fois avant de décider qu'il voulait essayer le basket. La culpabilité m'a frappée sur le parking. 247 € pour des choses futiles, alors qu'Emma avait toujours besoin de leçons de piano. Et Julie avait mentionné vouloir redécorer sa salle de bain d'invités. Mais en chargeant mes sacs dans ma voiture, je me suis forcée à faire le calcul différemment. 247 € en 27 ans de maternité revenaient à environ 9 € par an, moins que le coût d'un déjeuner, réparti sur près de 3 décennies à faire passer les désirs de tout le monde avant mes propres besoins. Peut-être que je pouvais me permettre d'être égoïste pour un après-midi. Ce soir-là, j'ai accroché ma nouvelle écharpe à la porte de ma chambre où je pouvais la voir. J'ai placé les coussins sur mon canapé et allumé l'une des bougies en lisant le premier chapitre d'un livre qui existait purement pour le divertissement, sans message d'amélioration, sans leçon de vie, sans application pratique. Juste une histoire sur des gens qui n'existaient pas vivantes, des aventures que je n'aurais jamais. Mon téléphone a sonné vers 20h, le nom de Richard sur l'écran. Je l'ai été, regardé un long moment, me souvenant de notre schéma. Il appellerait pour s'excuser de la confrontation, mais pas vraiment s'excuser, juste pour arrondir les angles suffisamment pour restaurer le statu quo. Il dirait que Julie était inquiète, que les enfants me manquaient, que les familles étaient censées se pardonner et oublier. Puis il mentionnerait un besoin à venir, une babysitter pour le week-end suivant, de l'aide pour la kermesse de l'école des enfants, ma fameuse salade de pommes de terre pour leur fête des voisins. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Le message était exactement ce à quoi je m'attendais. « Salut maman. Je sais que les choses se sont un peu envenimées hier. Julie pense qu'on a peut-être tous dit des choses qu'on ne pensait pas. Les enfants se demandent après toi, et je leur ai dit que tu avais probablement juste besoin d'un peu d'espace. Pourquoi ne viendrais-tu pas dîner cette semaine ? On peut parler de tout ça comme des adultes. Comme des adultes. Ce qui signifiait comme des gens qui prétendaient que les 27 années précédentes d'exploitation n'avaient pas eu lieu. Qui allaient de l'avant comme si les schémas pouvaient être changés sans que personne ne change vraiment quoi que ce soit. J'ai effacé le message et je suis retournée à mon livre. Le lundi matin m'a apporté une révélation que je n'attendais pas. J'étais impatiente d'aller travailler. Pendant des années, le métier de professeure remplaçante avait semblé être quelque chose que je faisais entre les urgences familiales. Un travail qui devait être assez flexible pour s'adapter aux besoins de dernière minute de Richard en matière de garde d'enfants ou d'aide aux crises domestiques. J'avais refusé des missions à long terme parce que « et si Emma tombe malade ?» ou « et si on a besoin de moi pour quelque chose d'important ?» J'avais délibérément gardé ma disponibilité limitée, mes revenus délibérément modestes, ma vie professionnelle délibérément petite pour qu'elle n'interfère pas avec mon rôle de première intervenante familiale. Mais ce lundi, j'ai appelé le rectorat et j'ai demandé des missions plus longues, des postes à temps plein, des opportunités de gestion de classe qui pourraient nécessiter une formation continue ou des réunions en soirée ou des ateliers le samedi. Des choses que j'avais évitées pendant des années parce qu'elles pourraient entrer en conflit avec les obligations familiales. Madame Moreau, a dit la coordinatrice avec une surprise évidente dans sa voix, « J'attendais que vous envisagiez d'étendre votre disponibilité. Vous êtes l'une de nos remplaçantes les plus fiables et plusieurs directeurs vous ont spécifiquement demandé pour des missions à plus long terme.
spécifiquement demandée, par des gens qui appréciaient mes compétences et mon expérience, qui me voyaient comme compétente et professionnelle, plutôt que simplement commodément disponible. J'ai accepté une mission de 3 semaines pour couvrir une enseignante en congé maladie. CE2, responsabilité totale du programme. Ma propre classe pour la première fois depuis des années. Cela signifierait des préparations de leçons le soir, des réunions parents-professeurs, la correction de copies le week-end. Toutes les choses que j'avais évitées, parce qu'elles pourraient interférer avec ma disponibilité perpétuelle pour ma famille. Le mardi soir, alors que j'étais assise à ma table de cuisine à planifier des leçons plutôt qu'à préparer le repas de quelqu'un d'autre, mon téléphone a vibré avec un texto de Julie. « Marguerite, je suis vraiment préoccupée par ce silence radio que tu nous infliges. Les enfants n'arrêtent pas de demander quand ils te reverront, et je ne sais pas quoi leur dire. Emma a un concert de l'école jeudi prochain. J'ai pensé que tu voudrais le savoir. Au cas où tu voudrais venir, on serait ravis de t'avoir. » On serait ravis de t'avoir. Après 27 ans à assister à chaque événement scolaire, chaque match, chaque récital, maintenant ma présence était présentée comme une invitation polie, plutôt que l'évidence automatique qu'elle avait toujours été. J'ai regardé mon emploi du temps de planification de leçons. Jeudi soir, je devais assister à un atelier de formation professionnelle sur les stratégies de compréhension en lecture. Quelque chose qui me rendrait meilleure dans mon travail, plus précieuse dans ma carrière, plus épanouie professionnellement. Pour la première fois de ma vie de grand-mère, j'ai choisi ma propre croissance professionnelle, plutôt qu'un événement familial. J'ai répondu par texto. Merci de me le faire savoir. J'ai un engagement professionnel ce soir-là, mais j'espère que le concert d'Emma se passera bien. Mon téléphone a sonné immédiatement. La voix de Julie était aiguë quand j'ai répondu. Un engagement professionnel ? Marguerite, c'est le premier solo d'Emma. Elle s'entraîne depuis des semaines. Je suis sûre qu'elle s'en sortira merveilleusement, ai-je dit calmement. Mais tu n'as jamais manqué un de ces concerts. Ils seront dévastés. Ils s'en remettront. Toi et Richard serez là pour les soutenir. Ce n'est pas la même chose, a dit Julie, et pour la première fois, elle semblait sincèrement affligée plutôt que manipulatrice. Tu es leur grand-mère. Tu es censée être là pour ces choses. Censée. Selon les règles de qui ? Les mêmes règles qui disaient que j'étais censée payer pour des leçons de piano que je n'entendrais jamais. Censée garder les enfants tous les vendredis soirs pour des événements auxquels je ne serais jamais invitée. Censée financer des vacances en famille auxquelles je ne serais jamais incluse. J'étais à chaque concert quand ma présence était également souhaitée à d'autres événements familiaux, ai-je dit doucement. Maintenant, ma présence n'est sollicitée que lorsque cela vous arrange. Ce n'est pas juste, Julie. Je l'ai interrompue d'une voix ferme. Je ne serai pas là jeudi. Emma sera merveilleuse, et toi et Richard applaudirez, et la vie continuera. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des années. Pas de rêve d'anxiété sur des obligations oubliées, pas d'inquiétude au milieu de la nuit sur le fait d'avoir déçu quelqu'un. Pas de pensée coupable sur le fait de faire passer mes propres besoins en premier. Pour la première fois en 27 ans, j'avais dit non à ma famille. Et oui à moi-même. Et le monde ne s'était pas effondré. 3 semaines, dans ma nouvelle vie, ils ont joué leur dernière carte. Je corrigeais des dictées dans ma classe temporaire après l'école quand mon téléphone a sonné. Le nom d'Emma sur l'écran, ce qui était inhabituel. Les enfants ne m'appelaient jamais directement. L'accès à leur téléphone était soigneusement contrôlé par Julie, surveillé et géré comme tout le reste dans leur foyer. Mamie. La voix d'Emma était petite, larmoyante. Maman dit que tu ne nous aimes plus. Mon cœur s'est arrêté. J'ai posé mon stylo rouge et j'ai donné à Emma toute mon attention, comme j'aurais dû le faire pendant des années, au lieu de toujours jongler entre ses besoins et les exigences de ses parents. Emma, ma chérie, ce n'est pas vrai. Je vous aime, toi et Léo, plus que toutes les étoiles dans ce ciel.
Alors pourquoi tu ne viens pas nous voir? Maman dit que tu nous punis parce que tu es en colère contre papa. Les punir, bien sûr. C'est ainsi que Julie le formulerait. Non pas que leurs parents avaient passé des années à exploiter leur grand-mère, mais que mamie était méchante avec des enfants innocents. Je ne punis personne, ma chérie. Parfois, les adultes ont besoin de temps pour régler les choses. Mais tu me manques, a chuchoté Emma. Et Léo pleure la nuit parce qu'il pense que tu ne veux plus être notre mamie. Léo pleure la nuit. J'ai fermé les yeux, sentant la culpabilité familière s'insinuer. Ces enfants étaient utilisés comme des armes contre moi, et ils ne le savaient même pas. Ils apprenaient que l'amour était conditionnel, que les relations pouvaient être instrumentalisées, que la manipulation émotionnelle était une partie normale de la dynamique familiale. Emma, peux-tu me passer maman au téléphone? Elle n'est pas là, j'appelle du téléphone de papa pendant qu'il prend sa douche. Maman ne le sait pas. Une fillette de 7 ans passant des appels secrets pour joindre sa grand-mère. Cette situation avait dégénéré au-delà de ce que j'avais imaginé. Où est-ce maman? Elle est partie à son club de lecture. Elle a dit qu'elle parlait des moyens d'aider les familles qui s'effondrent. Son club de lecture. Discutant des affaires privées de ma famille avec des femmes qui ne m'avaient jamais incluse. Transformant mes limites en divertissement pour leur réunion du mardi soir autour d'un verre de vin. Emma, j'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement, ai-je dit. J'aime ton frère et toi plus que tout au monde, mais parfois les adultes ont besoin d'espace pour régler des problèmes. Cela ne veut pas dire que je ne vous aime pas. Peux-tu venir à mon récital de piano la semaine prochaine? J'ai appris une nouvelle chanson et je veux que tu l'entendes. Récital de piano. Les leçons que Julie m'avait pressé de financer. Maintenant transformées en une obligation émotionnelle conçue pour me ramener dans leur orbite. Qui paye tes leçons de piano, ma chérie? Papa a pris un deuxième travail, a dit fièrement Emma. Il travaille le soir maintenant pour que je puisse avoir des cours de musique. Maman dit que c'est dur pour lui, mais il le fait parce qu'il m'aime. Richard a pris son deuxième travail. Après 27 ans à s'attendre à ce que je finance les activités de ses enfants, il avait enfin pris ses responsabilités financières lui-même. Les leçons de piano étaient devenues possibles sans mon argent, mais ils attendaient toujours mon investissement émotionnel et ma présence. C'est merveilleux que papa travaille si dur pour tes leçons, ai-je dit prudemment. Je suis très fière de vous deux. Alors, si tu vas venir? L'espoir dans sa voix a presque brisé ma résolution. Mais j'ai entendu la voix de Julie en arrière-plan. Elle était rentrée plus tôt de sa discussion du club de lecture sur mon drame familial. « Emma, qu'est-ce que tu fais avec ce téléphone? Donne-le-moi tout de suite. » Le téléphone a bougé en changeant de main. La voix de Julie est arrivée, tendue par une colère à peine contenue. « Marguerite, c'est totalement inapproprié. Tu ne peux pas impliquer les enfants dans la crise de la quarantaine que tu traverses. » Crise de la quarantaine. Toute femme qui se défendait enfin traversait apparemment une crise de la quarantaine. « Je n'ai pas appelé Emma, ai-je dit calmement. Elle m'a appelé parce que sa grand-mère lui manque. » Clanelly, elle t'a appelé parce qu'elle est confuse sur la raison pour laquelle tu as abandonné ta famille. Nous avons essayé de les protéger de tes problèmes, mais ils commencent à poser des questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre. Essayez de répondre avec la vérité, ai-je suggéré. Dites-leur que mamie en a eu assez d'être utilisée pour de l'argent et du travail gratuit, tout en étant exclue de tout ce qui comptait. « Ce n'est pas ce qui s'est passé, » a craché Julie. « On t'incluait dans tout ce qui était approprié. Tous les événements ne conviennent pas à tous les membres de la famille. » Approprié, comme si j'avais besoin de leur permission pour participer à la vie de mon propre fils. « Julie, je veux voir mes petits-enfants, » ai-je dit clairement. « Mais je ne le ferai plus selon vos termes. Si vous me voulez dans leur vie, nous devons avoir une conversation très différente sur ce à quoi cela ressemble. » Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire plus d'appels d'urgence pour garder les enfants, plus de financement de leurs activités, plus d'invitations uniquement quand vous avez besoin de quelque chose. Soit je suis de la famille, soit je ne le suis pas. Silence de l'autre côté.
puis la voix de Julie, plus froide que je ne l'avais jamais entendue. « Très bien. Tu veux les voir ? Viens au récital d'Emma mardi prochain, 19h au centre communautaire. Mais comprends bien ceci, Marguerite. Si tu te présentes et que tu fais une scène, si tu embarrasses Richard devant ses collègues et nos amis, tu ne reverras plus jamais ses enfants. » Elle a raccroché avant que je ne puisse répondre. Je suis restée assise dans ma classe vide, entourée de dessins d'enfants et d'alphabets, essayant de digérer ce qui venait de se passer. On me forçait à choisir. Assister au récital selon leurs termes, en tant que leurs ressources dociles, ou perdre tout accès à mes petits-enfants. C'était du chantage émotionnel pur et simple. Mais c'était aussi une opportunité. Ce week-end-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai fait des recherches sur mes droits légaux en tant que grand-mère. Ce que j'ai découvert était à la fois éclairant et exaspérant. En France, les grands-parents ont un droit de visite dans certaines circonstances, surtout lorsqu'ils ont été activement impliqués dans la vie des enfants, et lorsque le refus d'accès nuirait au bien-être des enfants. J'avais des preuves. Des années de registres de sortie d'école avec mon nom, des photos d'événements familiaux que j'avais financés et organisés, des relevés bancaires montrant mon soutien financier pour les activités d'Emma et Léo, des historiques de textos prouvant mon implication constante dans leur vie quotidienne. Plus important encore, j'avais été témoin de la façon dont leurs parents les utilisaient comme des armes émotionnelles. L'appel téléphonique secret d'Emma n'était pas un incident isolé. C'était la preuve d'enfants pris au milieu d'un conflit d'adultes, à qui on donnait des informations conçues pour manipuler le comportement de leur grand-mère. Le lundi soir, j'ai pris une décision qui aurait semblé impossible quelques semaines plus tôt. Au lieu de m'angoisser pour savoir si je devais ou non assister au récital d'Emma selon les termes de Julie, j'ai appelé un avocat spécialisé en droit de la famille. « Madame Moreau, » a dit l'avocat après avoir examiné mes documents. « Vous avez un dossier très solide pour un droit de visite des grands-parents. L'étendue de votre implication dans la vie de ces enfants, combinée à la preuve que l'accès est refusé en guise de punition pour avoir fixé des limites, nous donne d'excellents motifs pour une intervention juridique. » Intervention juridique. L'expression semblait surréaliste. Je n'avais jamais imaginé que ma relation avec mes petits-enfants nécessiterait des ordonnances du tribunal et des horaires de visite supervisés. À quoi cela ressemblerait-il ? Ai-je demandé. Nous déposons une requête pour des visites régulières et non supervisées. Compte tenu de votre histoire avec les enfants et des circonstances du conflit actuel, on vous accordera probablement un temps significatif, peut-être un week-end sur 2 et un certain accès pendant les vacances. La principale préoccupation du tribunal est l'intérêt supérieur des enfants, et le maintien d'une relation avec une grand-mère aimante est généralement considéré comme bénéfique. Le mardi soir est arrivé, le soir du récital d'Emma. J'ai conduit jusqu'au centre communautaire. Mais pas pour assister à la représentation. Au lieu de cela, je me suis assise dans ma voiture sur le parking et j'ai regardé les familles entrer. Des parents portant des fleurs pour leurs enfants, des grands-parents marchant lentement mais fièrement vers les portes de l'auditorium, des frères et sœurs s'agitant dans des vêtements de fête. À travers les grandes fenêtres, je pouvais voir Richard et Julie prendre place près du devant, gardant des chaises que je supposais être pour les De Villiers. Ils semblaient détendus, confiants, supposant probablement que j'apparaîtrais, soumise, ou que je resterais complètement à l'écart. Ils n'avaient pas envisagé une troisième option. À 19h précises, alors que le récital commençait, je me suis rendue au tribunal et j'ai déposé les documents légaux demandant un droit de visite des grands-parents. Cette nuit-là, j'ai dormi paisiblement, sachant que j'avais choisi le seul chemin qu'ils n'avaient pas essayé de contrôler. Le lendemain matin, Richard a appelé. Sa voix était tendue, confuse. « Maman, Emma a demandé où tu étais hier soir. Elle a magnifiquement joué, mais elle t'a cherché dans le public. Julie pense que tu essayais de blesser les enfants pour te venger de nous. » « Je n'essaie de blesser personne, » ai-je dit calmement, « mais je ne me laisserai plus manipuler à travers mes petits-enfants. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire que vous aurez des nouvelles de mon avocat concernant l'établissement d'un droit de visite régulier. Puisque vous avez clairement indiqué que mon accès à Emma et Léo est conditionné à ma soumission à vos exigences,
Nous laisserons le tribunal décider de ce qui est le mieux pour les enfants. Le silence de l'autre côté fut assourdissant. Tu nous emmènes au tribunal ? Je m'assure de pouvoir maintenir une relation avec mes petits-enfants sans être soumise à un chantage émotionnel. Maman, c'est de la folie. Les familles ne se poursuivent pas en justice. Les familles n'utilisent pas non plus les enfants comme des armes, ai-je répondu. Mais nous en sommes là. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Puis j'ai éteint mon téléphone. Pour la première fois en 27 ans, j'avais complètement cessé de jouer selon leurs règles. Les documents légaux ont été signifiés un jeudi matin, alors que j'enseignais la métamorphose à mes élèves de CE2. Ironiquement, le timing était parfait. Richard a appelé pendant ma pause déjeuner. Sa voix, c'était un mélange de panique et de rage que je n'avais jamais entendu auparavant. « Maman, qu'est-ce que c'est que ça, une assignation à comparaître ? Tu nous poursuis pour la garde ?»« Pas pour la garde, » ai-je corrigé calmement, en déballant le sandwich que je m'étais préparé. Dinde et avocat sur du pain que j'avais choisi parce que je l'aimais, pas parce qu'il était en promotion. Pour un droit de visite, il y a une différence. C'est de la folie. Tu ne peux pas. Tu ne peux tout simplement pas traîner ta propre famille devant les tribunaux. Vous avez clairement indiqué que le fait de voir mes petits-enfants dépendait de mon acceptation de votre abus financier et émotionnel. Le tribunal déterminera ce qui est vraiment le mieux pour Emma et Léo. Abus ? La voix de Richard s'est brisée. Maman, on ne t'a jamais abusé. Nous sommes ta famille. Tout ce que nous avons fait, c'était des choses de famille normale. Des choses de famille normale. 27 ans d'exploitation, recadrés comme une dynamique familiale typique. Richard, quand est-ce que tu m'as appelé pour la dernière fois juste pour discuter ? Pas pour demander quelque chose, pas pour m'assigner une tâche, juste pour savoir comment j'allais ? Silence. Quand est-ce que tu m'as invité quelque part pour la dernière fois sans t'attendre à ce que je paye ou que je travaille pendant l'événement ? Plus de silence. Quand est-ce que tu as considéré mes sentiments pour la dernière fois avant de prendre des décisions qui m'affectaient ? Maman, Sa voix s'est éteinte. Prends ton temps, ai-je dit doucement. J'attendrai. Le silence s'est étiré pendant près d'1 minute. En arrière-plan, je pouvais entendre son bureau. Des téléphones qui sonnent, des imprimantes qui bourdonnent, les bruits normaux de gens qui font des affaires. Des gens normaux qui n'exploitaient probablement pas leur mère. Pendant des décennies, pour ensuite être choqués quand des limites étaient enfin fixées. Je n'arrive pas à penser à un moment précis, a-t-il finalement admis, la voix sourde. C'est ça, l'abus, Richard. Pas la violence, pas la cruauté. Juste l'effacement systématique de ma personne, jusqu'à ce que je n'existe que pour servir tes besoins. Je l'ai entendu pleurer. Mon fils de 40 ans, pleurant au téléphone, comme le petit garçon qui se glissait dans mon lit pendant les orages. Pendant un instant, ma résolution a vacillé. C'était toujours mon fils, le bébé que j'avais bercé pendant d'innombrables nuits, le bambin dont j'avais embrassé les genoux écorchés pour les guérir. Mais je me suis souvenu que de l'appel téléphonique secret d'Emma, de Léo pleurant la nuit parce qu'il pensait que je ne l'aimais plus. Le cycle devait s'arrêter quelque part. L'audience est dans 3 semaines, ai-je dit doucement. Toi et Julie devriez prendre un avocat. Ce week-end-là, Julie s'est présentée à mon appartement, seule. Pas d'enfant, pas de mari, pas de famille en soutien moral. Juste Julie, paraissant en quelque sorte plus petite, sans son entourage habituel et son maquillage parfaitement appliqué. Cette fois, je l'ai laissée entrer, curieuse de voir ce qu'elle essaierait une fois privée de ses outils de manipulation habituels. Elle s'est assise sur mon canapé, celui avec mes nouveaux coussins au ton de pierres précieuses, qu'elle a immédiatement remarqué et clairement désapprouvé, et a tenté ce que je suppose être de la vulnérabilité. Marguerite, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. J'ai préparé du thé pendant qu'elle parlait, utilisant ma tasse préférée, plutôt que celle ébréchée vers laquelle je me tournais habituellement quand les autres regardaient. J'ai grandi dans un foyer très structuré, a poursuivi Julie.
Ma mère croyait aux rôles clairs, aux attentes spécifiques. Je pensais que c'était ce que tu voulais aussi, être la grand-mère serviable, celle qui soutient la famille. C'est comme ça que tu appelles ça, ai-je demandé en m'asseyant dans mon fauteuil avec mon thé. Celle qui soutient la famille. Je sais que tu penses qu'on a profité de toi, mais de mon point de vue, on t'incluait. On te donnait un but. Ma propre mère s'est sentie perdue quand elle a pris sa retraite, quand ses enfants n'avaient plus besoin d'elle. Je pensais que te garder impliqué te ferait te sentir valorisé. Impliqué. Une façon intéressante de décrire l'exploitation financière et la manipulation émotionnelle. Julie, est-ce que tu m'as jamais demandé ce que je voulais, ce qui me ferait me sentir valorisée ? Elle s'est agitée, mal à l'aise. Eh bien non, mais tu ne t'es jamais plainte. Tu avais toujours l'air heureuse d'aider. Parce qu'on m'a entraînée à être reconnaissante pour la moindre attention de ma propre famille. Parce que je pensais que l'amour signifiait le service, et que si j'arrêtais de servir, j'arrêterais d'être aimée. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. J'ai posé ma tasse de thé avec un soin délibéré. Quand j'ai arrêté de dire oui à tout, combien de temps vous a-t-il fallu pour menacer de me couper l'accès à mes petits-enfants ? Le sang-froid de Julie s'est légèrement fissuré. Ce n'était pas une menace, c'était... On essayait de les protéger de la confusion, en les utilisant comme levier contre moi, en maintenant la stabilité dans leur vie. Je me suis levée et je suis allée dans ma cuisine, revenant avec un dossier en carton que j'avais préparé exactement pour cette conversation. À l'intérieur se trouvaient des copies de textos, de relevés bancaires, de calendriers marquant des années de mon travail gratuit. Parlons de stabilité, ai-je dit en ouvrant le dossier. Horaire de sortie d'école d'Emma pour les 2 dernières années. 97% du temps, c'était moi. Pas toi, pas Richard. Moi, parce que tu avais des cours de yoga, des ateliers de poterie, des réunions de clubs de lecture, des cafés avec des amis que je n'ai jamais été invitée à rencontrer. Les yeux de Julie se sont agrandis en voyant la documentation. Les entraînements de hockey de Léo, 41% de présence de ma part, y compris les entraînements pendant ce mois où tu es partie en Arizona pour aider ta sœur à déménager. Tu n'as pas demandé si je pouvais gérer la responsabilité supplémentaire. Tu m'as juste informé que je couvrirais tout pendant ton absence. J'ai tourné d'autres pages. Réunions de famille organisées chez vous où je fournissais la nourriture, faisais le ménage et divertissais les enfants pendant que vous socialisiez avec des invités qui ne connaissaient pas mon nom. 17 occasions au cours des 3 dernières années. Marguerite, on appréciait les fêtes d'anniversaire d'Emma et Léo, où j'étais responsable des décorations, de l'animation, du nettoyage et des cadeaux, tandis que tu t'attribuais le mérite d'être une mère si attentionnée. Les parents de leurs amis pensent probablement que tu es super maman. Julie était maintenant silencieuse, fixant les preuves de son exploitation systématique. Et l'argent, ai-je continué, sortant les relevés bancaires. 25 000 € pour l'apport de votre maison, 1 500 € pour les frais de scolarité, 2 000 € pour la rénovation de votre cuisine, 300 € pour l'équipement de hockey, 200 € pour les cours de danse qu'Emma a abandonnés après 6 semaines, 500 € pour l'ensemble de chambres que tu as décidé de ne pas aimer et que tu as renvoyées. J'ai étalé les relevés sur ma table basse comme s'il s'agissait de cartes à jouer. Plus de 30 000 € au cours des 7 dernières années, sans compter la garde d'enfance gratuite, le travail domestique non rémunéré, le travail émotionnel d'être disponible pour chaque crise tout en étant exclu de chaque célébration. Julie a regardé les chiffres, le visage blême. On ne t'a jamais demandé de tenir les comptes. Vous ne m'avez jamais rien demandé, l'ai-je interrompu. Vous avez juste attendu. Vous avez attendu mon argent, mon temps, ma disponibilité émotionnelle, mon acceptation silencieuse d'être traitée comme du personnel de service dans la vie de mon propre fils. Elle pleurait maintenant, le mascara créant de petites strass sombres sur ses joues. « Qu'est-ce que tu veux de nous ?» a-t-elle chuchoté. « Je veux que vous compreniez que je ne suis pas votre ressource à gérer.
Je suis la mère de Richard et la grand-mère des enfants. Et ces relations ont une valeur au-delà de ce que je peux fournir financièrement. Alors tu vas retirer la plainte ? Je l'ai regardé, vraiment regardé. Et je n'ai pas vu la belle-fille manipulatrice qui m'avait systématiquement exclue de la vie de famille, mais une femme qui n'avait sincèrement jamais appris comment les relations fonctionnaient sans éléments transactionnels. Sa propre mère l'avait probablement entraînée à voir les membres de la famille comme utiles ou encombrants, sans juste milieu pour la simple connexion humaine. La plainte est maintenue, ai-je dit doucement, parce que la protection juridique est le seul moyen de garantir que ma relation avec Emma et Léo ne dépende pas de ton approbation ou de la gratitude de Richard. Mais les avocats, la publicité, qu'est-ce que les gens vont penser ? Julie, ai-je dit en me levant pour signaler que la conversation était terminée. Je ne me soucie plus de ce que les gens pensent. Je me soucie de pouvoir aimer mes petits-enfants sans être extorquée pour ce privilège. Elle a pris son sac et s'est dirigée vers la porte. Puis elle s'est retournée une dernière fois. « Je ne voulais vraiment pas te faire de mal, » a-t-elle dit. Et pour la première fois, j'ai cru qu'elle disait la vérité. « Je sais, » ai-je répondu. Mais l'impact compte plus que l'intention. Et l'impact, c'est 27 ans de ma vie, disparaissant dans les besoins de ta famille, tandis que mes propres rêves devenaient de plus en plus petits jusqu'à ce qu'ils n'existent presque plus. Après son départ, je me suis assise dans mon appartement silencieux, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des décennies. L'absence de culpabilité. Pas d'anxiété pour savoir si j'avais été trop dure, pas d'inquiétude pour l'harmonie familiale, pas de compulsion à arrondir les angles et à mettre tout le monde à l'aise. Juste de la clarté. Et pour la première fois depuis le début de ce voyage, la paix qui vient de savoir que l'on a enfin cessé de se trahir soi-même. 2 semaines plus tard, les avocats se sont rencontrés pour une audience préliminaire. Je n'y ai pas assisté. Mon avocat m'a assuré que c'était juste une procédure, fixant des dates et déterminant quelles preuves seraient présentées. Mais ce soir-là, Richard a appelé avec une nouvelle qui a tout changé. « Maman » a-t-il dit, sa voix différente, en quelque sorte plus humble, plus réfléchie. Julie et moi voulons retirer notre opposition à l'ordonnance de visite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on veut régler ça sans le tribunal. On veut se mettre d'accord sur un horaire de visite régulier, les vacances, ce que tu penses être juste. Sans condition, sans attache. Je suis restée silencieuse un long moment, digérant ce développement inattendu. Qu'est-ce qui a changé ? On a engagé un avocat, a dit simplement Richard, et quand on a dû expliquer notre position à un étranger, quand on a dû justifier pourquoi on pensait que limiter ton accès aux enfants était raisonnable, on n'a pas pu. On ressemblait exactement à ce que tu as dit que nous étions, des gens qui t'avaient utilisé. J'ai senti les larmes monter, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. Alors, et maintenant ? Maintenant, on essaye d'être la famille que tu as toujours méritée, a dit Richard. Si tu nous laisses faire... 6 mois plus tard, j'étais dans mon nouvel appartement. Un 3 pièces lumineux avec des fenêtres qui s'ouvraient vraiment et une cuisine où je pouvais cuisiner ce que je voulais, quand je le voulais, pour qui je choisissais d'inviter. La 2e chambre était devenue mon atelier d'art. Des toiles tapissaient les murs, certaines terminées, d'autres des expériences à moitié finies en couleurs et en lumière. Le set d'aquarelle que j'avais acheté pendant ces premiers jours de liberté s'était étendu aux huiles, aux acryliques, aux croquis, aux fusains de la ville, que j'apprenais enfin à explorer par moi-même. Sur le chevalet se trouvait ma dernière pièce, un portrait d'Emma et Léo, peint à partir d'une photo que j'avais prise lors de notre première visite ordonnée par le tribunal. Ils riaient de quelque chose que j'avais dit, leur visage rayonnant d'une joie authentique, celle qui vient d'être aimée sans condition ni attente. L'ordonnance de visite était devenue inutile en quelques semaines. Une fois que Richard et Julie ont réalisé que leur avocat ne pouvait pas construire un argument raisonnable pour limiter mon accès aux enfants, ils avaient accepté quelque chose qui fonctionnait mieux pour tout le monde.
Du temps naturel, non structuré, qui ressemblait à de la famille plutôt qu'à des obligations programmées. Je voyais maintenant Emma et Léo tous les week-ends. Mais plus important encore, je les voyais selon mes termes. Nous allions dans des musées que je voulais visiter, des parcs que j'appréciais, des restaurants où la nourriture était bonne plutôt que simplement pratique. Parfois, nous restions dans mon appartement et nous peignions ensemble, où je leur apprenais des jeux de cartes que ma mère m'avait appris, où nous lisions des livres qui n'avaient rien à voir avec l'amélioration de leurs notes ou la construction de leur caractère. Ils apprenaient que les relations pouvaient exister pour elles-mêmes, que l'amour ne nécessitait pas une productivité ou un but constant. Emma avait cessé de demander si elle était assez sage pour que les gens l'aiment. Léo avait commencé à exprimer des opinions sur les choses, ce qu'il voulait vraiment pour le déjeuner, quelles activités il appréciait par rapport à celles qu'il faisait, parce que les adultes s'y attendaient. Le plus surprenant, ils avaient commencé à protéger notre temps ensemble. Quand Julie a essayé de programmer un rendez-vous chez le dentiste pendant un de nos week-ends, Emma avait poliment demandé s'il pouvait trouver un autre créneau, parce que mamie et moi, on a des projets. Quand Richard a suggéré que je pouvais aider avec les devoirs pendant notre visite au musée, Léo avait dit « On ne fait plus ça avec mamie ». Ils apprenaient les limites en me voyant maintenir les miennes. Richard et Julie avaient commencé une thérapie. Pas une thérapie de couple, mais un travail individuel pour comprendre comment leur éducation avait façonné leurs attentes en matière de relations. Julie déconstruisait l'approche transactionnelle de sa mère aux liens familiaux. Richard examinait pourquoi il n'avait jamais appris à demander de l'aide sans en faire l'urgence de quelqu'un d'autre. « Je pense que j'avais peur », m'avait-il dit lors d'un de nos cafés mensuels. Une nouvelle tradition où nous parlions comme des adultes, plutôt que comme une mère et un fils qui avaient besoin de choses l'un de l'autre. Peur que si je n'étais pas constamment en train de réussir, de pourvoir, de prouver ma valeur, tu réaliserais que je ne valais pas la peine d'être aimée. « Alors tu m'as fait prouver ma valeur à moi, » avais-je répondu doucement. « Oui, » a-t-il admis. « C'est exactement ce que j'ai fait. » Notre relation était différente maintenant, plus petite à certains égards. Je n'étais plus la figure centrale du drame de leur foyer, plus la solution ultime à chaque problème, mais aussi plus profonde. Richard appelait pour me parler d'un livre qu'il avait lu, ou pour me demander mon avis sur une décision au travail, ou simplement pour savoir comment je me sentais. Pas parce qu'il avait besoin de quelque chose, mais parce qu'il était curieux de ma vie. Julie m'avait le plus surprise. Une fois qu'elle a cessé de me voir comme une ressource à gérer, elle a découvert que nous avions en fait des choses en commun. Nous avions commencé à assister ensemble à des vernissages d'art, où sa connaissance des artistes contemporains complétait mon intérêt croissant pour la technique et la théorie des couleurs. Elle était drôle quand elle ne jouait pas un rôle, réfléchie quand elle ne calculait pas quelle impression elle faisait. « Je suis désolée que ça ait pris si longtemps », a-t-elle dit lors d'une de nos visites de galerie, debout devant un tableau d'une femme seule, dans un jardin, le visage tourné vers le soleil. « Désolée qu'il ait fallu que tu menaces d'une action en justice avant que je puisse te voir comme une personne, plutôt que juste comme une infrastructure familiale. » Infrastructure familiale. C'était la description la plus précise que quiconque ait jamais donnée de mon ancien rôle. La relation financière avait complètement pris fin. Non par dépit, mais par nécessité pour nous tous. Richard et Julie avaient appris à vivre selon leurs propres moyens, à économiser pour les choses qu'ils voulaient, plutôt que de s'attendre à ce que quelqu'un d'autre finance leur style de vie. J'avais commencé à utiliser mon argent pour moi. Matériel d'art, livres, un petit fonds de voyage, pour les voyages que j'avais toujours voulu faire, mais que je ne m'étais jamais autorisé. Le mois dernier, je suis allée à Nice pour rendre visite à Isabelle. Mes premières vacances en solo depuis plus de 30 ans. Nous avons exploré des jardins et des musées. Nous avons mangé dans des restaurants que nous avons choisis parce que la nourriture semblait intéressante, pas parce qu'il convenait à des dynamiques familiales compliquées. Isabelle s'est émerveillée du changement en moi. « Tu as l'air plus jeune », a-t-elle dit.
dit, en étudiant mon visage autour d'un café dans un petit salon de thé qui servait les meilleurs scones que j'ai jamais goûtés. Pas physiquement plus jeune, mais plus légère, comme si tu avais porté quelque chose de lourd pendant des années et que tu l'avais enfin posé. C'était exactement ce que je ressentais, comme si j'avais retenu ma respiration pendant 27 ans et que je me souvenais enfin comment expirer. Le poste d'enseignante s'était devenu permanent. La directrice m'avait offert un contrat à temps plein après m'avoir vu travailler avec les enfants, voir comment j'équilibrais la structure et la créativité. Comment je faisais en sorte que l'apprentissage ressemble à une exploration plutôt qu'à une obligation. Pour la première fois depuis la naissance de Richard, j'avais une identité professionnelle, au-delà du simple fait d'être la mère de quelqu'un. Mes collègues me connaissaient comme Marguerite, pas comme la maman de Richard, ou la mamie d'Emma et Léo. Ils appréciaient mes idées sur le développement des programmes. Ils demandaient mon avis sur les élèves difficiles. Ils m'incluaient dans les sorties, après le travail, où les conversations portaient sur des sujets qui n'avaient rien à voir avec les drames familiaux ou les besoins des enfants. Je découvrais que j'étais en fait intéressante, quand je n'étais pas constamment préoccupée par les problèmes de tout le monde. La femme dans le miroir avait aussi l'air différente. Toujours 63 ans, montrant toujours les rides qui venaient de décennies de sourires face à des situations difficiles. Mais l'anxiété avait quitté mes yeux, remplacée par quelque chose qui pourrait avoir été la paix. J'avais acheté de nouveaux vêtements, pas des articles pratiques qui cachaient les taches et l'usure, mais des choses que j'aimais porter. Des couleurs qui me rendaient heureuse, des styles qui reflétaient une dureté des choix plutôt que juste la fonction. Ce soir, c'était le récital de printemps d'Emma, le même centre communautaire où je m'étais assise sur le parking il y a 6 mois, déposant des documents légaux au lieu d'assister à sa performance. Mais cette fois, c'était complètement différent. Je suis arrivée tôt et j'ai choisi une place au 3e rang, non pas parce que c'était là que la famille était censée s'asseoir, mais parce que je pouvais bien voir de là. Richard et Julie sont arrivés avec Léo quelques minutes plus tard, me faisant un signe de la main quand ils m'ont vue, mais s'asseyant à leur propre place choisie, plutôt que de supposer que nous devions nous regrouper en une seule unité. L'indépendance semblait révolutionnaire. Emma a magnifiquement joué une pièce de Chopin qu'elle avait choisie elle-même, plutôt que d'être assignée par son professeur. Après, elle a couru vers moi avec des fleurs que Julie l'avait aidée à choisir. Non pas parce que c'était attendu, mais parce qu'elle voulait partager sa réussite avec quelqu'un qui l'aimait. « Tu as aimé, mamie ?» ?»« J'ai adoré, » ai-je dit, et je le pensais entièrement. Pas seulement la performance, mais ce moment de pure connexion sans arrière-pensée, ni agenda caché. Plus tard, alors que nous nous retrouvions tous dehors, Richard s'est approché de moi avec quelque chose que je n'avais jamais vu sur son visage auparavant. De la gratitude authentique, sans aucune demande attachée. « Merci », a-t-il dit simplement. « Pourquoi ?» De ne pas nous avoir abandonnés, de t'être battu pour quelque chose de mieux, au lieu de simplement t'éloigner. J'ai regardé ma famille, vraiment regardé. Richard apprenant à être un père sans utiliser la culpabilité comme outil parental. Julie découvrant que les relations pouvaient exister sans négociation constante. Emma et Léo, grandissant en comprenant que l'amour ne venait pas avec des étiquettes de prix ou des exigences de performance. « Je ne me suis pas battue pour vous, » ai-je dit doucement. « Je me suis battue pour moi. Il se trouve juste que vous avez bénéficié du fait que je me valorise enfin. » En rentrant chez moi ce soir-là, les fenêtres baissées et la musique à fond, une station de jazz que j'avais découverte et que j'adorais, j'ai repensé à la question de la chenille que la petite Sophia avait posée dans ma classe il y a des mois. Et si la chenille ne veut pas changer ? Parfois, le changement n'est pas une question de vouloir, lui avais-je dit. Parfois, c'est une question de survie. Mais je m'étais trompée sur une chose. Ce n'était pas seulement la survie, c'était une résurrection. La mort de ce que j'avais été, une femme qui mesurait sa valeur à son utilité, qui confondait être nécessaire et être aimée, qui avait oublié qu'elle existait indépendamment des exigences des autres. Et la naissance de ce qui avait toujours été là, en dessous de tout ça.
quelqu'un avec des opinions et des préférences, quelqu'un qui valait la peine d'être connu pour elle-même, quelqu'un dont le rire venait de la joie, plutôt que de l'obligation. À la maison, je me suis préparé une tasse de thé, et je me suis assise dans mon atelier d'art, entourée de peintures qui existaient simplement parce que j'avais voulu les créer. Demain, j'enseignerai aux enfants la photosynthèse et les fractions. Ce week-end, je rendrai visite à Emma et Léo parce que nous apprécions la compagnie l'un de l'autre. Le mois prochain, je m'envolerai pour Seattle, pour voir une amie d'université avec qui j'avais repris contact. Un voyage financé par l'argent que j'avais gagné et économisé pour mon propre plaisir. Pour la première fois de ma vie d'adulte, mon avenir m'appartenait entièrement. La question que je veux vous poser est la suivante. Vous êtes-vous déjà senti invisible dans votre propre famille ? Avez-vous déjà aimé quelqu'un qui ne semblait vous remarquer que lorsqu'il avait besoin de quelque chose ? Si cette histoire vous semble familière, s'il vous plaît, partagez-la dans les commentaires. Faites-moi savoir que vous êtes là. Et si vous avez trouvé de l'espoir dans le parcours de Marguerite, d'utiliser à valoriser, s'il vous plaît, donnez un j'aime à cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne. Parfois, les histoires les plus importantes sont celles qui nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir soi-même. Parce que certaines portes, une fois que l'on trouve enfin le courage de les fermer, s'ouvrent sur des pièces dont on ne soupçonnait même pas l'existence.